Goedenavond, dames en heren, beste vrienden. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. Ik zal even beginnen in het Nederlands. Om jullie welkom te heten op lita.co. Dus u kent ons. We zijn een participatief investeringsplatform die probeert zoveel mogelijk burgers aan te trekken om hun geld te investeren in waardevolle en impactvolle projecten. Deze avond hebben we een nieuw, prachtig investeringsvoorstel dat wij jullie kunnen doen, bij name Indrani. Dat zal u voorgesteld worden door de 2 stichters die reeds met ons samen zijn. Dat zal in het Frans gebeuren. Indrani is een project dat in het Waalse deel van het land is gevestigd door 2 Frans sprekende of Engels sprekende actoren die het Nederlands minder goed beheersen. Dus het zal in het Frans gebeuren, maar iedereen is vrij zijn vraag natuurlijk te stellen in zijn moedertaal. Daarvoor willen wij u uitnodigen om op de hoek onderaan rechts van het scherm op vragen te klikken en zo dan in de vragenbox uw vragen te stellen in geschreven taal. De andere mensen die meedoen, kunnen dan klikken op die vragen die zij het meest interessant vinden, zodat ik als moderator er de meest, zou ik zeggen, populaire vragen naar voren kan brengen en aan de stichters te stellen. We hopen natuurlijk alle vragen te kunnen beantwoorden, maar als we daar niet genoeg tijd voor hebben, dan gaan we eerst naar de meest de meest gestelde vragen. Dus je vais répéter en français pour vous souhaiter à toutes et tous la bienvenue sur le site de lita.co. Vous connaissez notre plateforme. Nous sommes donc une plateforme de financement participatif qui proposons aux investisseurs belges d'investir leur argent directement dans des entreprises que nous estimons être à forte valeur ajoutée sociétale. Ce soir, c'en est une autre, une superbe initiative créée par Philippe Brouwerman et Jessica Ennis sous la forme d'un lieu qui s'appelle Indrani, dont il vous racontera plus dans 2 minutes. Entre-temps, ce que je veux simplement souligner, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation et par la suite également. Pour faire cela, vous cliquez sur l'onglet qui est en bas à droite de votre écran. Vous cliquez sur l'onglet et puis vous tapez votre question telle qu'elle vous vient à l'esprit. Ensuite, vous-même et les autres peuvent cliquer sur les questions des uns et des autres pour donner vos préférences en disant « cette question-là m'intéresse plus ». J'aimerais bien également que cette question trouve réponse. Et en tant que modérateur, je choisirai d'abord les questions qui ont le plus de clics, je dirais le plus de préférences, pour essayer de répondre au maximum à la curiosité, à l'intérêt des uns et des autres. Bien sûr, nous espérons répondre à toutes les questions, mais si nous n'avons pas le temps, eh bien, je choisirai les plus pressantes. Les autres questions trouveront réponse par la suite, alors après le live, moment qui sera sans doute mis à profit demain par les membres de l'équipe LITA pour vous répondre à toutes les questions. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Je vais laisser la parole à Philippe et Jessica. Philippe et Jessica, merci d'être avec nous. Je vous laisse la scène et je pense que vous avez quelques présentations à nous présenter, donc une quinzaine de minutes, je pense. Ensuite, ce sera le Q&A habituel et j'espère que les questions seront nombreuses et les réponses bien sûr intéressantes. Merci, à tout de suite. Merci Vincent, mon nom est Philippe Brouwerman. Et moi je suis Jessica Ennis. Et je ne sais pas si on a la présentation, je ne sais pas. Voilà. Parfait. Okay. Je vais commencer. Welkom, goedenavond. Bienvenue. Je suis avec Philippe, mon mari, le fondatrice de ce projet Indrani, ou du groupe Indrani. Et je veux un peu parler d'abord de notre mission et de notre philosophie et notre valeur dans ce projet. En tout cas, on a 2 grosses leitmotifs, je peux dire.
Le premier, c'est vraiment de créer un lieu où on a un produit de luxe éco-responsable, où les gens qui nous viennent visiter augmentent pas leur dette carbone. Ça, c'est la première chose. Et nous aussi, on réduit notre empreinte carbone en même temps. La deuxième chose, c'est vraiment de faire en sorte qu'on intègre notre projet dans le quartier, dans la communauté. Et on veut vraiment être une pionnière dans cette transition vers un monde rural plus soutenable, mais aussi ne pas être une bulle de luxe au milieu isolé dans le monde rural. Ça, c'est pas du tout notre optique dans ce projet. On a une idée dans notre espace de vie Morémont, ça s'appelle l'espace de vie Morémont, et cette philosophie, c'est vraiment la phrase « bien vivre dans un monde durable ». C'est ça ce qu'on essaie de faire ici. Et dans notre projet, on a différents pôles. Ça inclut un hôtel éco-luxe de petite taille, on a 2 chambres. On a aussi un centre de retraite avec yoga et massage quotidien, avec un espace séminaire mis au vert pour entreprises avec une empreinte faible en carbone. On a une ferme en permaculture et en sauvage qui est très près de notre restaurant. En fait, on fait 150 mètres pour prendre tout ce qui est dans le potager à notre assiette, à votre assiette. Et on a aussi la raison que vous êtes ici aujourd'hui, c'est cette habitation en basse consommation dans une copropriété. Ça c'est le parti bien vivre. Le parti dans un monde durable, c'est vraiment lié à cette idée d'avoir une faible empreinte carbone, avec beaucoup de biodiversité qu'on essaie de maintenir et promouvoir. On a une centrale biomasse, beaucoup d'énergie solaire, un circuit vraiment court dans toutes les différentes façons de notre projet. On va parler un peu de ça aussi. Et on essaie aussi d'être un acteur dans cette idée d'intégrer la communauté et les gens d'ici dans nos activités et dans notre projet. On va continuer. On trouve notre projet, l'espace de vie Morémont, dans un petit village en Brabant-Wallon qui s'appelle Le Poigneux. C'est un peu un village qui est près de rien et loin de rien. On n'est pas très loin de Bruxelles, pas très loin de Charleroi, avec toutes les possibilités de transport que ça implique. Mais on est aussi dans un village qui a, dans notre avis, assez avant-gardiste, dans le sens qu'on a eu beaucoup de soutien de notre commune pendant le développement de notre projet, qui était vraiment formidable pour nous. Et si on continue, la commune est vraiment un des acteurs clés dans notre projet, en termes de soutien et d'aide qu'on a reçu de notre commune. Sur cette slide, vous voyez aussi, c'est mon mari Philippe et moi, qui est partie de cœur de projet, mais aussi notre directeur général, François de Keuleler, qui n'est pas là aujourd'hui, qui forment vraiment les acteurs qui guident le projet. On a aussi différents acteurs très locaux de qualité qui participent avec nous dans notre projet. Par exemple, on a une coopérative citoyenne, Green Deal, qui gère notre chaleur par le biomasse, qui est sur notre site. Lié à ça, on a Beelight et OptiWatt, par exemple, qui s'occupent de l'eau, qui gèrent le thermique, l'énergétique, etc. On peut parler un peu de ça plus tard, si vous voulez. Mais en fait, ils sont nos voisins, ils sont à 100 mètres d'ici. Et c'est toujours, avec tous ces acteurs, c'est les gens vraiment dans cette optique de circuit court. Pas juste, par exemple, potager au restaurant, mais vraiment dans les gens avec qui on travaille. Dernière partie pour moi, je vais vite parler de cette idée dans notre projet. On était très consciente tout le temps quand on a développé ce projet de ces Sustainable Development Goals des Nations Unies.
c'est rare quand vous faites un projet immobilier d'avoir une conscience de ces aspects de bien vivre en bonne santé avec l'eau et énergie qui est propre et abordable. Et les choses comme ça, on a vraiment fait attention à ça dans la conception de projet en gros. On a vraiment pris les mesures de réduire notre empreinte carbone, de lutter contre les changements climatiques, de consommer, de construire, de produire, de vivre, de gérer, de entretenir, tout ça dans une manière très soutenable et responsable. Et ça, c'est vraiment au cœur de notre projet. C'est essayer de bouger vers quelque chose qui est soutenable dans le long terme, dans une vie qui change rapidement. Maintenant, c'est Philippe qui va parler. Alors, ça se traduit dans l'espace de vie Morimont, qui est une copropriété, toujours avec cet aspect de bien vivre dans le monde durable. Bien vivre parce que la copropriété a accès à tous les services du groupe, au centre de bien-être, au potager, à la biodiversité du site, en sauvage ou en permaculture, a accès, bien entendu, à la restauration et a accès à tous les services d'entretien et de maintenance qui sont conçus et intégrés au niveau du site dans son entièreté. Mais c'est également bien vivre parce qu'on pense que pour bien vivre, il faut qu'on ait une copropriété avec une charte de valeurs fortes, une charte éthique sur le comportement et la manière dont va vivre la copropriété et une charte qui donne de fortes indications sur les choix à faire. Par exemple, le syndicat de la copropriété doit systématiquement présenter les choix le plus écologiques lorsqu'il y aura des travaux, des entretiens et des aménagements à faire dans le futur. Et dans ce monde durable, toujours, où on est une copropriété rurale, où on a intégré dans la partie production immobilière toutes les technologies du site et du groupe Indrani. On a été cofondateur de cette centrale biomasse dont on va parler. On a une électricité intelligente qui est à l'échelle du site, l'eau à l'échelle du site. On a conçu à la fois l'utilisation, mais également la passivité des bâtiments à l'échelle du site. Et on a, comme l'a expliqué Jessica, essayé de le faire en circularité et avec le circuit le plus court et le plus faible en carbone possible. Donc, si on regarde les différents états d'avancement, la biomasse est en route depuis Noël 2021. On a connecté le groupe Indrani et le développement à un réseau de chaleur et on a créé une petite coopérative citoyenne, Green Deal, qui est un opérateur de chaleur agréée aujourd'hui à la région wallonne, qui fournit la chaleur domestique et l'eau chaude à tout le site, y compris à nos voisins. Donc, l'idée de Green Deal, c'est d'ouvrir ça à environ une trentaine de consommateurs en circuit court 100% local, où on aurait la production qui utilise le bois local, la gestion, l'optimalisation qui est faite par nos voisins qui sont eux-mêmes sur le réseau. Donc ça permet de réduire, bien entendu, les émissions de carbone, mais ça permet également de réduire les coûts de chauffage pour tout le monde. Donc il y a cette idée abordable également dans le fait qu'on ait partagé la capacité du site avec notre voisinage, plutôt de le faire pour nous tout seuls. Ça veut dire quoi en pratique? Depuis Noël 2021, on a économisé environ 850 MWh grâce à notre biomasse. Pour donner des équivalents, c'est environ 100 000 litres de mazout et c'est environ 2,5 millions de kilomètres de voitures courantes moyennes pour une voiture de transport. Si on regarde l'aspect eau du site, on a fait des travaux supplémentaires qui sont en progrès de manière à récupérer tout ce qui était eau de pluie possible de nouveau à l'espace du site, voire même sur un périmètre plus large puisqu'on a un projet d'inclure Green Deal dans l'idée de partager l'eau avec le voisinage et avec les fermiers voisins. On a déjà fait une grosse partie de l'interconnexion et maintenant ce qui reste à faire, c'est rajouter et rendre intelligent. Donc, de nouveau, un projet qui correspond à des idées précis, la manière dont on lutte contre le réchauffement climatique, la manière dont on gère l'énergie à un coût propre et abordable, et en particulier l'eau et l'assainissement du site.
J'ai dit qu'on avait regardé à la fois la production et la consommation énergétique. Au niveau production, le site est équipé de 160 panneaux solaires, de batteries. On a eu l'autorisation de l'AQAP de connecter les deux morceaux de notre projet ensemble. Ce qui reste à faire, c'est de pouvoir équiper le parking de panneaux solaires. Et alors, le site est classé et on a demandé, on a deux types de toitures. On a demandé une toiture solaire pour une partie minime du site. Et c'est à l'étude avec le cabinet de Madame la ministre de qui est en charge de la WAP en Wallonie. Mais on a également regardé, donc, production, consommation. Les consommations, c'est l'enveloppe. On a isolé horizontalement et verticalement. Verticalement, on a mis des blocs ISOEMP qui sont en fait de 20 ou de 30 cm. On a mis horizontalement des chapes isolantes Isopure et Carobel, du chauffage au sol avec un système Opal System qui est assez intelligent dans la mesure où ils ont développé un alliage et un système de distribution de la chaleur qui correspond très bien à ce que l'on produit avec la biomasse. Et on a adapté tout cela avec un système intelligent d'électricité basse tension qui est régulé par OptiWatt et automatisé par notre partenaire Prélude. La circularité dans l'aspect du projet, c'est également toujours dans cet esprit bien vivre dans le monde durable. Bien vivre, on a fait un projet haut de gamme qui met en valeur des éléments architecturaux existants et classés. Une des raisons pour lesquelles nous avons ces résidences est un ensemble de compromis qu'on a trouvé grâce à la commune qui nous a aidés, avec toutes les régulations autour de nous, qui incluent la région, l'urbanisme, le patrimoine et les contraintes que nous avions. Donc on met en valeur ce patrimoine architectural avec une forte charte de valeurs. On a complètement enterré les parkings de nouveau dans un monde où on vit bien. Ce parking qui va être ouvert également au public n'est pas une nuisance pour le quartier. Et on a intégré des aspects de mobilité électrique et de fibre optique dans le projet. Et on l'a fait durable en récupérant de manière circulaire tout ce qui était possible de récupérer. On a restauré tout ce qui était possible d'être restauré, que ce soit les vieux pavés, les vieilles briques, les moignons, tout ce que l'on a trouvé, que l'on a pu récupérer. Et on a donc créé, avec le circuit le plus court possible, dans la circularité la plus grande possible, on redonne une valeur économique à des choses existantes, l'ensemble du projet. Le projet, c'est 7 à 8 résidences. On a un permis pour 7. On a une discussion avec la commune pour diviser une habitation en 2 habitations. Donc, si on regarde 7 que l'on a en prévision, on a un budget de vente qui représente 4 426 790 000 euros, que l'on respecte pour le moment, parce qu'on a 4 promesses actuelles à ces prix-là. On a une unité qui est déjà occupée, une unité qui est en finalisation, et sur les 3 qui restent, on en a une en option très concrète et qui est en attente de ce financement, et 2 unités qu'on commence à développer. Le projet, pour être fini, demande, à partir d'une date que l'on a évaluée, 15 mai, un budget d'1 580 000 euros, qui se décompose en une partie pour les résidentiels purs, donc les 7 résidences, et en une partie pour les parties communes et les technologies communes. Le projet, à ce stade-là, représente un risque d'exécution très faible. On a de très bons contractants, on a un très bon architecte, on a une très bonne designer. Et en fait, on fait copier-coller de choses que l'on a maîtrisées maintenant. Ça fait 1 an qu'on est dans le nouvel hôtel, nouveau restaurant, nouveau centre de bien-être. Et on maîtrise vraiment bien toutes ces technologies avec les mêmes équipes qui font un copier-coller. Donc, l'expérience a été prouvée et maintenant est reproduite. Si on regarde le budget, dans la partie résidentielle et dans la partie commune, donc comme j'ai dit, copier-coller, les technologies sont exactement les mêmes, tant au niveau du gros œuvre qui reste à faire, de l'isolation horizontale, du chauffage sol, les mêmes composants que ceux qu'on utilise dans l'hôtel pour tout ce qui est plomberie, sanitaire et automatisation, ce qui permet donc d'avoir dans ce budget
des offres, des devis que l'on comprend bien, et une politique à plus long terme, nouveau, d'économie au niveau de la maintenance. Si on regarde l'état d'avancement, donc on reproduit en succession, couche par couche, le travail des équipes. Une fois que l'on termine le gros œuvre, on le ferme et on avance dans les unités au fur et à mesure. L'unité 5 est occupée et finie. Il semble y avoir un souci technologique parce que je crois que la connexion avec nos promoteurs est coupée. Je propose, en attendant qu'ils se reconnectent, que je réponde déjà peut-être aux deux questions qui ont été posées. Non, voilà, ils sont déjà là. Oui, nous aussi, on a une demande de se reconnecter en audio. Vous les entendez? Je ne sais pas. Ok, super. Vous êtes de retour. Okay. Merci. Vous pouvez continuer. Philippe, parle pas trop fort si tu veux bien, parce que sinon, par moment, ça résonne. Oui, on a des voûtes au-dessus de nous. Donc, ce que je disais, c'est que au stade où on en est aujourd'hui, il y a une unité qui est finie. Il y en a une pour laquelle, dans ce qui reste à faire, on a déjà fini le chauffage sol. C'est la 1 qui a été finie cette semaine. Et donc, on en est au stade de finition de carrelage, d'automatisation. Pour les unités qui restent, il y a la 2 a déjà été fort avancée et disons que la 3, 4, 6 et 7, ce sont des unités pour lesquelles on a encore un peu de gros œuvre à faire, toute la partie sanitaire. Mais par contre, il n'y a aucune dans ces unités de lourd, puisque ces unités se connectent toutes à la biomasse, à la fibre optique, et c'est des 3 tuyaux qui arrivent dans chaque unité pour la partie technique. Donc ça, c'est pour la partie résidentielle. Pour la partie des travaux communs, donc, comme je l'ai expliqué, on a un travail d'eau de pluie à finaliser, récupération de plus d'eau et automatisation. On a un travail de rajout de panneaux solaires et d'intelligence et de régulation. On a une finalisation de la partie extérieure des parkings, de la voirie, et alors on va rajouter un potager collectif dans la copropriété. Ce budget que je vous ai présenté, à la fois au niveau des ventes et au niveau des finitions, a été validé par 2 experts. Un premier rapport qui a été fait aux alentours de la fin de l'année passée, en décembre, qui a valorisé la partie de vente à 4,3 millions pour les habitations, plus 40 000 par parking, ce qui est supérieur à notre budget. Et on vient d'avoir un deuxième rapport qui a été fait en mai de cette année, qui a valorisé le site son ensemble à 5,1 millions et qui a surtout, le plus important pour nous et pour vous, je pense, en tant qu'investisseur, validé le budget de finition à 1,580 millions. Donc, on a un site pour lequel on a des ventes, donc 4 sur 7 sont signés. On a un budget de finition qui a été validé par une agence et on a des demandes pour les 3 restants. Voilà, ça c'est l'entièreté du projet. En tout cas, on vous remercie de vous intéresser à notre écosystème et à contribuer à ce que les gens vivent dans un monde durable. Ça c'est Clarence, notre alpaca. Merci. Merci beaucoup Jessica, merci Philippe. Je pense que c'était une belle introduction dans un projet qui en tout cas nous touche beaucoup. Il se fait que l'ensemble de l'équipe LITA était en visite hier sur le site, après que les analystes aient déjà été une première fois, bien sûr, et longuement. Et j'avoue que personnellement, j'ai été doublement séduit parce que le lieu est formidable et les fondateurs sont très sympas. Donc, c'était vraiment une belle introduction. Passons aux questions. Je pense qu'il y en a une qui a 3 préférences. On va, comme je l'ai dit, procéder par étapes, par préférence. La question des eaux, puisque tu as insisté sur le fait qu'il y avait un collecteur d'eau de pluie, il y a la question de savoir ce qu'il en est de la gestion des eaux grises. Exactement. Donc, j'ai indiqué que dans les travaux qui restaient à faire, il y a à collecter plus et à rendre plus intelligent. Donc, dans le plus intelligent, ce que l'on a fait, c'est que l'on a ramené la collecte des eaux de pluie vers 3 points névralgiques qui se parlent. En fait, donc on a une fibre optique sur l'ensemble du site et on a un ensemble de points de mesure et de contrôle qui permet tout ce travail de régulation et d'optimisation. Donc ici, pour l'eau, on a 3 points névralgiques
qui permettent dans le très court terme de répondre aux besoins de l'hôtellerie, de la restauration, du fermage et des habitations. Et ces 3 points névralgiques vont commencer à, donc récupère de l'eau, vont commencer à parler ensemble, à comprendre l'utilisation que l'on fait des différents usages de cette eau de pluie, de manière à prévoir et à router le mieux possible l'eau vers, entre autres, l'utilisation de l'eau grise et de pouvoir stocker au bon endroit l'eau pour l'utilisation des autres besoins, entre autres du fermage. Donc l'année passée, ici, il y a beaucoup de fermiers qui étaient sans eau. Nous, on avait encore de l'eau. On en a donné aux voisins. Donc l'idée, c'est après d'étendre ça au travers du réseau Green Deal. Donc ce qu'on a fait avec Green Deal, c'est qu'on a chaque fois qu'on creuse, ce qui coûte cher, de faire des travaux de voirie publique, ou même si c'est pas public, les travaux d'enterrement du réseau de chaleur, on amène une fibre optique et on amène des provisions pour éventuellement amener de l'électricité et de l'eau. Et dans l'idée de l'eau, c'est de faire cette réticulation d'eau à une plus large échelle entre nous voisins et de promouvoir l'utilisation raisonnable de l'eau. On mesure, on contrôle. Par exemple, la ferme ne peut pas pomper indéfiniment, on n'arrose rien dans les jardins. Tout ça est coupé par l'intelligence du système, sauf si on a trop d'eau. C'est un peu l'idée dans le plus long terme. On ne t'entend plus, Vincent. On ne t'entend plus. Pardon, une question sans doute plus structurelle et plus globale, j'aurais dû commencer par celle-là, relative à la structure juridique de l'ensemble. Et concrètement, la copropriété, donc les immeubles que vous construisez, enfin les habitations plutôt que vous construisez maintenant et qui seront à la vente, sont-elles juridiquement séparées de la société ou sont-ils inclus dans la société? C'est une question, je crois, assez importante. Oui. Alors, donc, c'est plus nouveau pour moi. La copropriété est une structure juridique séparée. Donc, tout ce qui est copropriété est une copropriété avec un acte de base et une cadastration individuelle d'eau. Donc, ça, c'est une partie assez classique. La structure se compose de 3 composantes juridiquement distinctes pour le projet dans son ensemble, dont 2 sont en partie propriétaires de l'ensemble de l'espace. Indrani, qui est la société qui juridiquement est propriétaire de 80% du développement, est la société qui opère l'hôtel et le centre de bien-être et de retraite, et la ferme est au travers d'une autre société qui, elle, possède 20% du développement. Mais pratiquement, l'activité maintenant de construction des habitations privées, je crois que c'est là-dessus que portait la question en partie en tout cas, est-elle logée dans un véhicule particulier ou fait-il partie de la société? Enfin, je connais la réponse, mais je te laisse répondre. Ça fait partie de la société. Donc, la société, c'est elle qui exécute la transformation. Donc, c'est Jessica, François et moi. Aujourd'hui, dans la finalisation de ces exécutions, c'est plus François et moi, puisque tous les choix de design et de récupération et de ces choix de valeurs éthiques ont été faits. Donc là, Jessica a beaucoup plus contribué. C'est à la fois la société qui gère le projet et c'est la société qui... la réponse, c'est intégré dans la société. C'est intégré dans la société. Alors, lié à ça, donc, une question de Eric concernant la situation financière, puisque, au fait, le bilan de la société, pour l'instant, comprend les 2 activités du récurrent, de l'opérationnel qu'on espère voir durer pendant un siècle. Et par ailleurs, il y a l'activité aujourd'hui de construction qui, elle, est limitée à, on a prévu 2 ans maximum pour finir, terminer et vendre les unités d'habitation et récupérer le cash pour rembourser la question porte sur le financement total. Et donc, Erik stelt de vraag, de hele groep heeft veel schulden, dacht ik. Is dat geen risico voor het project? Tu comprends, donc l'ensemble du groupe est fort endetté. Est-ce que ça ne pose pas un risque pour le projet, en l'occurrence le projet de promotion, enfin de promotion, de construction? J'ai mon avis, mais je préfère... Onze plan
is positief. Dus de injectie van cashflow met het funding dat wij nu doen, geeft ons genoeg mogelijkheden om het project te behendigen qua verkoop van de huizen. Maar ook, we hebben het hotel en het restaurant die groeien en we gaan een tweede fundingproject doen met Lita later dit jaar over een ander doel. En de doel van die operatie, dus de operatie in het staat van groei te plaatsen. Het project is 5 jaar. We hebben dus 2 jaar COVID gehad. En die andere tijd hebben wij onze plan gedaan. Dus een beetje meer verkoop en een beetje minder wat? Spendeerd, betaald. Dus een beetje meer of een beetje minder los dan wat we hadden gepland voor. Normaal een hotel van onze type neemt 4-5 jaar om een EBITDA positief te krijgen. Wij denken dat wij kunnen dat doen binnen 4 jaar tot 5, maar zeker een beetje minder dan gewoon. En hetzelfde voor het restaurant. Dus we hebben 2 verkooppunten. Eén verkooppunt, dit is een echt laboratoire van de gastronomie van de morgen. Normaal zo'n restaurant heeft een 4 tot 6 jaar EBITDA positief geschiedenis. Wij denken dat over 3 jaar we gaan dat doen. En dan hebben we de tweede verkooppunten, die kantine, waar wij de rest van de producten van het restaurant gebruiken om een tweede economische leven aan die producten te geven. En wij denken dat met het groen van onze B2B-activiteiten, dat volgend jaar dat activiteit zal ook een EBITDA positief. Dus we zijn juist onder die EBITDA positief vandaag. Dus ik zal misschien herformuleren. Dus Erik, de bedoeling is wel degelijk inderdaad dat we vandaag een campagne voeren om de beëindiging van de constructiewerken te financieren voor de woningen, voor de 7 units, mogelijk 8 units. En dat vergt natuurlijk veel kapitaal. Er is een banklening die eraan gekoppeld is ook. Maar sowieso, dat is een soort vastgoedontwikkeling. Bij wijze van, ik hou niet zodanig van het woord, maar daar gaat het wel over. En dat vergt natuurlijk veel middelen, veel meer financiële middelen, die automatisch zullen terugbetaald worden wanneer de wooneenheden worden verkocht. Daarnaast zal dan op het einde van het jaar een nieuwe campagne gevoerd worden om de behoeften, de kapitaalsbehoeften, of liever de working capital requirements, de behoeften van de maatschappij te financieren. En dat is dan wel degelijk voor de lange termijn om het hele operationele deel van de Indrani-activiteiten verder te financieren, verder te ontwikkelen. Op het vlak van onze analyses zijn de cashflow wel degelijk voldoende om alles terug te betalen, ook voor die tweede campagne waar we het vandaag nog niet over hebben. En dus, om sowieso op de tweede vraag van Erik te beantwoorden, wij zien niet onmiddellijk een liquiditeitsprobleem rijzen, maar natuurlijk, het blijven projecties. En wie weet, als er morgen een tweede COVID komt of een andere crisis, ja, niemand kan natuurlijk ons behoeden tegen het onmogelijke, maar de zaken zijn toch serieus gestructureerd en gebestudeerd geweest, denk ik. Et alors peut-être pour ajouter encore une chose, Vincent, c'est que si on regarde la structure du financement du projet, c'est 2 tiers en fonds propres, 1 tiers en dette. Pour un projet de ce type, 1 tiers de dette, c'est très peu leveragé. Il y a des exemples qui existent, qui sont en Belgique, en Flandre et en Wallonie. En Flandre, il y en a un près de Tournai qui est à plus de 85% endetté par rapport au financement et qui est un projet encore plus gros qu'ici. Donc, je pense qu'on est dans une moyenne par rapport à notre type de produit. On n'est pas du tout surendetté. Et alors, le dernier petit commentaire, c'est que la valeur du site dans son ensemble pour lequel ce développement a été fait, parce qu'on a beaucoup de technologies communes, a été également évaluée
évalué, on n'en a pas parlé, mais on a une évaluation du site qui est en excès de 15 millions d'euros. Donc on a 6 millions de dettes pour 15 millions de valorisation par un agent extérieur, ce qui de nouveau indique qu'on n'est pas particulièrement surendetté par rapport au monde de l'hôtellerie. Merci Philippe, je confirme qu'effectivement l'apport en fonds propres des fondateurs a été très significatif, ce qui est une autre preuve de l'engagement très fort qui est montré par rapport à l'ensemble du projet. Je ne vois pas directement d'autres questions, sauf si je me trompe. Moi, j'en avais vu une passer sur la chaleur. Pardon, oui, tout à fait. Donc, la chaleur, le partage de chaleur est-il déjà effectif, Philippe, Jessica? Oui. Short answer. Oui, déjà depuis décembre 2021, on a lancé le central biomasse. Le site même, c'est déjà tout fait, mais on a aussi les voisins connectés au réseau 5 pour le moment. Et ça, c'est aussi, oui, l'idée, c'est d'agrandir cette connexion à plus de quartiers, mais pour le moment, on a déjà 5 qui partagent la chaleur, et le site entier était déjà sur le central biomasse depuis plus d'1 an déjà. Oui. Et alors, la commune va commencer une rénovation de la place qui sépare les deux bâtiments. La commune a reçu l'autorisation pour que le réseau de chaleur s'étende. On a fait, nous, toutes les, donc, comme j'ai dit, Green Deal, qui est la petite coopérative citoyenne, a été agréé, opérateur de chaleur officiellement par la région wallonne. On est déclaré dans la liste des impétrants, on va pouvoir étendre, et ça va passer en dessous, dans notre cave, utiliser le point de connexion du site de Morimont et s'étendre au travers de la place vers une dizaine de maisons. Ça commence en septembre. Et pour compléter, la biomasse, a priori, est un principe intéressant et plein avec avenir, oui. Mais il a souvent été, je dirais, usurpé d'une façon assez, même presque scandaleuse, par des projets qui ont utilisé de la biomasse qui venait, je dirais, des forêts canadiennes ou de l'Amazonie. D'où vient votre biomasse? Oui, alors nous, on travaille avec Copeos, qui est une coopérative à Louvain-la-Neuve, qui a créé donc cette coopérative, elle a, à mon avis, fait 2 avancées qui sont importantes. C'est des ingénieurs qui, entre autres, ont fondé ça et qui ont optimisé la manière de brûler du mauvais bois. Donc, ils ont développé tout un ensemble de contrôles dans leur chaudière qui permet d'extraire mieux les calories et les matières disponibles dans une mauvaise source de bois. Et cette mauvaise source de bois, c'est la 2e avancée qui, je pense, ils ont eu vraiment un très bon business model, qui est d'aller chercher le bois des communes dans lesquelles ils font leurs implantations. Donc, en gros, une commune, en général, en Belgique, elle a une méthode de recyclage avec une collecte qui est après traitée par un opérateur de recyclage que la commune paye. Ici, c'est le business model inverse. C'est nous qui payons la commune. On a un prix garanti, donc les maisons ont un coût d'énergie qui est immunisé à l'inflation garanti sur les 10 prochaines années, et on négocie 50 là pour le moment avec la commune, de manière à ce que nous puissions récolter le bois que la commune elle récolte naturellement, les autoroutes, les parcs, les écoles, les golfs, les haies, les rues. Et elle emmène tout ça dans un conteneur. On a développé avec Copeos un petit système où il y a une vis sans fin, des panneaux solaires et un petit broyeur. On broie du bois de très mauvaise qualité, qui sont des plaquettes de bois. Quand le conteneur est plein, il est déposé à côté et il sèche. Et puis quand nous on a besoin d'un conteneur, on a un petit système de régulation qui informe Copeos, et la commune est dispatchée et vient faire le swap. Donc on a une espèce de palette qui glisse, et elle tire la palette vide et elle ramène la pleine, et voilà. Super, oui, très bien. J'avais une question un peu plus enfin de fond ou sociétale. Quand on parle de éco-luxe, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes mêmes? Je dirais, est-ce que le luxe est compatible avec l'écologie? Je m'attends à ce genre de questions de la part de nos investisseurs. Je la trouve intéressante et donc je vous la soumets. Je peux parler de ce que j'en pense moi, mais pour moi, le luxe, c'est pas nécessairement être entouré par
les assiettes en or et avoir une bain en marbre, etc. Mais c'est vraiment être, pour moi, de plus en plus, le luxe, c'est vraiment être dans un espace de calme, silencieux, avec les produits de qualité qui est fait avec intention et attention. Et c'est ça ce qu'on essaie de créer ici. C'est pas cette idée de luxe, luxe conventionnel, que c'est gaspillage et très bling-bling, mais vraiment un espace de régénération. Et ça, je trouve, c'est de plus en plus difficile à trouver dans notre monde. Quelque chose qu'on est dans la nature, entouré par silence, espace, calme, avec produits faits de la qualité, fait ici, en fait. Oui, et ça s'applique surtout, par exemple, en tant qu'hôtel, on a été classé 2 étoiles. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels 2 étoiles de luxe en Belgique. En général, les hôtels 2 étoiles se trouvent plutôt en face des gares. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas les autres étoiles? Alors, après, c'est des choix qu'on a fait pour justement mettre en valeur d'autres aspects de luxe. Par exemple, si on regarde notre gamme de vins, on a des extraordinaires vins, ils sont tous naturels ou en biodynamie ou en biologie raisonnée, mais ils sont dans un frigo central avec une liste d'honnêteté où les gens écrivent ce qu'ils prennent et on leur fait confiance et ça va le lendemain matin, donc 3 jours plus tard quand ils partent dans leur addition. L'alternative du luxe classique, c'est de ne pas avoir un frigo d'honnêteté, mais plutôt d'avoir un frigo par chambre. Alors, un frigo par chambre donne une perception de luxe complètement différente que de faire confiance et d'expliquer aux gens, voilà comment on aimerait bien qu'on se comporte les uns avec les autres. Ça, c'est un luxe incroyable. Pouvoir se sentir chez soi, ouvrir un frigo, prendre ce qu'on a envie et de savoir que le lendemain matin, c'est à soi d'avoir l'honnêteté de dire, ben voilà, j'ai consommé une bière, un kéfir et un verre de vin. Et en plus que ça, si tu mets le frigo dans la chambre, ça ajoute une dette carbone énorme au l'ensemble aussi. C'est ça aussi, on a fait les choix qui parfois les gens trouvent qu'il y a un peu, je ne sais pas comment dire, mais par exemple, une matelas dans un hôtel luxe à une certaine taille. Ici, on a choisi les matelas qui est fait écologiquement avec les autres matériaux qui sont pas le bonne taille pour un hôtel luxe, mais quelque chose qui est soutenable, qu'on peut garder pendant longtemps, qui est bien fait. Et qui sont probablement des meilleurs matelas faits en Belgique. Non, mais enfin, vous êtes convaincant. Moi, vous me convainquez, moi, en tout cas, personnellement. J'espère que vous convainquez les autres auditeurs. Mais des exemples anecdotiques comme ça, on peut en donner jusqu'à pendant 10 présentations. Quoi. Que ce soit avec la laine des alpagas, que ce soit la manière dont on traite un peu tout est fait comme ça. Une question un peu bateau. Le nom de Indrani. En fait, ça vient d'une... quand la fille de Philippe était née, c'était un jour que c'était une grande orage à Indrani, comme dans l'été parfois ici en Belgique. Et on aime tous les deux beaucoup le yoga. On a beaucoup dans cet esprit un peu ésotérique, pas vraiment, mais indien. Et c'est le dieu de tonnerre en sanskrit s'appelle Indra. C'est avec cette idée de énorme orage que le nom est né. Super, super. Je vais revenir à une question plus prosaïque. En termes financiers, donc vous dites, vous avez déjà 4 promesses de vente, c'est ça, hein, oui. Je ne me trompe pas, oui. Une promesse de vente, donc en quoi est-ce que c'est vraiment quelque chose de tangible? Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que c'est comme un compromis? Non, c'est pas un compromis. Je veux dire, c'est quoi exactement? Quelle est la certitude de vente de, par exemple, ces 4 unités-là? Je dirais 99, quelque chose %, mais en fait, notre processus de vente est particulier. Donc, on n'est pas, on vend une maison finie qui est personnalisée par rapport aux besoins des acheteurs. Donc, dans cette personnalisation, nous on vend une maison finie avec des techniques et un cahier des charges assez précis, et les options qui sont représentatives de cette personnalisation sont à charge des acheteurs. Et les 4 personnes qui ont fait des promesses de vente ont déjà acheté, préacheté
tout un ensemble de choses qui correspondent à leur personnalisation. Donc, si ces ventes ne faisaient pas, pour ces personnes, tous ces investissements-là seraient perdus. Que ce soit avec leur cuisiniste, que ce soit avec des choses spécifiques pour l'automatisation, que ce soit avec un réaménagement et une construction spécifique, tout ça est rajouté en plus de notre prix de vente et ça fait partie d'un out of budget. Donc ça représente une somme considérable pour certains d'entre eux. Ils étaient là hier, ceux qui veulent prendre la maison 1, ils nous demandent est-ce qu'ils pourraient venir en août. Non, c'est septembre. Donc on est vraiment on est plutôt poussé. Des gens donc François, qui est notre directeur général, habite dans la maison 5 depuis 6 mois. Donc on a évidemment utilisé la maison de François comme maison témoin, y compris les factures de François. Donc François, il a payé 72 € par mois pendant tout l'hiver pour une famille normale avec 3 chambres. Il cuisine chez lui à la maison, il mange chez lui à la maison et il a des enfants. Et il a payé 72 € par mois pour son énergie, son eau chaude domestique et son chauffage. Donc ça, je veux dire, c'est très tangible pour des gens. Donc on a l'aspect écologique, on a l'aspect économique, on a l'aspect, je pense qu'on peut démontrer maintenant la qualité du produit. Tout le monde trouve ça beau, ce qui est en plus sympa. En plus, il reste les unités si quelqu'un veut venir vivre à Indrani. D'ailleurs, il y a une question ici, je ne sais pas si c'est une candidate acquéreuse, mais Emmanuel qui pose la question du profil des acheteurs des unités d'habitation. Est-ce que ce sont des familles nombreuses, des jeunes couples? Et en plus, je dirais, au niveau des unités, est-ce qu'on peut y prévoir des colocations ou c'est plutôt… qu'est-ce qui est possible? Alors ça, c'est plutôt moi, je pense. Oui, mais en termes de profil des acheteurs, on a un peu de tout, en fait, que je trouve super agréable. On a une couple qui est plus âgé, on a une très jeune famille qui, je pense que le dernier bébé arrive cette semaine. On a une artiste qui va prendre une des maisons. On a François et sa famille, qui est une famille assez jeune aussi, classique. Oui. Donc c'est quelque chose pour lequel on a fait attention. C'était, on a eu beaucoup plus de demandes que de maisons. On n'a que 7 maisons. Hein. C'est pas comme si on avait un projet avec 300 appartements ou petite fermette ou villa à vendre. C'est très focalisé. On est capable d'avoir un dialogue très tôt avec le client potentiel, voir à la fois si le client potentiel s'intégrera bien dans les choix qu'on a fait au niveau de la copropriété. La copropriété a un mécanisme de régulation qui est très démocratique, puisque ce n'est pas la taille de la maison qui va être porteur de la voix, mais c'est le fait qu'une personne vote pour une voix. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se régler par des mécanismes de vie en commun plutôt que par des mécanismes de « je vais mettre les 2 plus grosses maisons ensemble et on va dominer tout le monde ». Donc, il y a tout cet aspect-là du projet. On a voulu donc faire un ensemble multigénérationnel et multiculturel. Alors, est-ce que c'est possible de faire de la colocation? Oui, mais avec des règles assez strictes. Donc, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est faire venir du Airbnb et des fêtes. Voilà, ça, c'est dans la colocation, ce ne sera pas possible. Il y a donc cet espace de vie Morimond qui est un document d'acte de base qui définit les comportements possibles et non possibles, et ça définit assez bien ce qu'on peut faire au niveau de soit de la relocation, soit de l'utiliser pour une profession libérale, soit de l'utiliser pour la colocation. Je crois que c'est une réponse assez complète, effectivement, à la question. Je ne vois pas d'autres questions. Je crois qu'on arrive doucement à la fin de ce pitch. Personnellement, je veux dire tout le bien que j'en pense. Je crois que c'est un lieu qui cherche vraiment, enfin c'est comme ça que je le ressens et je crois ne pas me tromper, qui recherche à respecter, je dirais, la nature, qui cherche à respecter les autres et finalement qui cherche à se respecter soi-même. Je veux dire, soi-même dans sa spiritualité, dans sa recherche de sens de vie. Et à cet égard-là, franchement, bravo et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans ce projet. Entre-temps, j'ai quand même encore une question qui apparaît, je veux pas ne pas la poser, puisqu'elle vient d'être la fourchette de prix de vente des unités d'habitation. Je pense qu'Emmanuel est très intéressé, au fait.
environ 600 000 € plus le parking pour donner un ordre. Il reste là 2 maisons de 200 mètres carrés et la 4 pour lequel on a ce projet très précis qui pourrait être divisé. La partie qui resterait serait d'environ 150 mètres carrés. Donc celle-là, elle sera un peu plus petite. C'est super. Mais, en tout cas, avis aux amateurs, si intérêt, vous savez à qui vous adresser. Mais je pense que, enfin, je suis même persuadé que la demande est plus importante que l'offre. Donc, et c'est pas ça qui va régler le prix pour autant. Je pense que c'est pas dans l'esprit. On n'a pas changé le prix du tout. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de concurrence. Cette idée d'aller extraire le dernier carat. C'est plutôt, je crois, de mettre ensemble des gens qui sont appelés à vivre ensemble et dont on croit qu'ils peuvent vraiment adhérer à une charte plus que simplement en la signant, mais par l'esprit. Exactement. Voilà, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Hartelijk dank. Dankjewel. Oui, pourquoi 8% de rendement nous pose-t-on comme question? Parce que ce sont les taux actuels, je dirais. Si on va sur les plateformes de crowd aujourd'hui, il y en a parfois à 9 ou à 10%. 8% nous semble raisonnable pour un projet à court terme de 2 ans, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la promotion immobilière. Et je pense que c'est une façon aussi d'attirer plus facilement un montant quand même qui est encore important d'1,2 million sur le crowdfunding. Et ça vient bien sûr en complément de financements bancaires qui, eux, sont inférieurs en taux. Pourquoi? Entre autres parce que les banques, elles, ont priorité, je dirais, elles prennent une hypothèque ou un mandat hypothécaire sur les biens, tandis que l'ITA, les investisseurs d'ITA, n'ont pas de sûreté autre que, je dirais, la corporate guarantee, enfin la société elle-même qui s'engage à rembourser. Voilà. Écoutez, oui, là, il y a des questions qui viennent. Donc, le produit de la vente des unités d'habitation rentre-t-il bien dans la société? Oui, bien sûr. Hein, c'est par la société que les prix se font. Les biens des unités sont propriété de la société et c'est la société qui vend, qui encaisse l'argent. Mais cet argent est destiné d'abord au remboursement de ceux qui ont une hypothèque, c'est-à-dire la banque, et puis ensuite, ça servira à rembourser les obligataires. La charte de vie commune, je ne sais pas si elle est consultable. Alors, elle est en ligne dans un Dropbox privé ou un Google Drive privé. Ce qu'on pourrait éventuellement faire, Vincent, c'est copier les éléments de la charte, enfin de l'acte de base qui concerne la charte, vous les communiquer, le mettre dans le dossier. On peut rajouter ça dans le dossier. Je n'ai pas envie de trop alourdir le dossier, mais peut-être qu'on peut répondre de manière personnalisée à Nan qui pose la question et qui sans doute est intéressé de voir ça. Oui, de toute façon, vous l'avez déjà reçu, mais je vais vous renvoyer ça. D'accord, super. Merci beaucoup à tout le monde qui a assisté à ce pitch. J'espère que vous avez été convaincus. Entre-temps, sachez enfin pas entre-temps, mais nous avons déjà atteint en moins de 24 heures 100 000 € de collectés avant le pitch. J'espère que ça va grimper très vite. Donc, dépêchez-vous parce qu'à ce rythme-là, dans 10 jours, il n'y a plus de... Voilà, ça aura été sursouscrit. Mais prenez quand même le temps de réfléchir et soyez sûr de ce que vous faites. En tout cas, merci Philippe, merci Jessica. Et en tout cas, de notre côté aussi, merci beaucoup pour votre temps et pour votre écoute. Et oui. Et merci à Lita. Dans notre projet. Et merci à vous aussi, oui. Merci Lita. Veel succes. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Bye bye. Goedenavond.